Marine Le Pen, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes présidente du Front National depuis 2011. Votre parti a obtenu le plus de sièges aux dernières élections européennes en mai dernier. Les sondages vous classent désormais premier parti d'opposition. Est-ce que vous y pensez en vous regardant dans la glace le matin? Je prépare le grand basculement démocratique qui interviendra à la prochaine élection présidentielle, bien sûr. C'est notre ambition au Front National. Chacun de nous se bat pour que nous puissions arriver au pouvoir, pour pouvoir appliquer nos idées, pas uniquement pour détenir le pouvoir, mais pour appliquer nos idées, pour changer la situation de notre pays. Et vous pensez avoir des chances? Oui, enfin écoutez, je ne veux pas être plus royaliste que le roi, mais si même mes adversaires politiques envisagent l'hypothèse de ma victoire, c'est donc c'est une hypothèse crédible. Je pense surtout qu'ils ont le sentiment légitime que le peuple français en a par-dessus la tête. Ça fait 30 ans, 40 ans qu'ils vivent la même politique. Ils voient bien que la situation de notre pays ne cesse de s'aggraver, qu'on assiste à une véritable inversion des valeurs, que nous sommes enfermés dans la prison que constitue l'Union européenne. Et ils veulent retrouver la maîtrise de leur destin. Or, il n'y a que ma candidature qui est capable de leur apporter. Alors, vous dites avoir souffert pendant toute votre enfance du poids de votre nom. Vous avez subi les attaques, l'ostracisme. Ça continue. Partout où vous passez, à part bien sûr parmi vos sympathisants, vous êtes la cible d'attaque. Vous n'êtes pas fatigué un peu parfois du politiquement incorrect, d'être une cible permanente? Moins aujourd'hui qu'avant quand même. Il y a quand même énormément de Français aujourd'hui qui se retrouvent dans nos idées, qui sont des supporters et donc cette pression est moins importante. En revanche, nous sommes toujours victimes de groupements qui sont des groupements ultra-violents, les mêmes que l'on retrouve à saccager les centres-villes de Nantes, de Rennes, de Paris, qui s'organisent, qui organisent leur action exclusivement autour de la violence, qui proviennent essentiellement de l'extrême gauche et qui vont probablement encore faire parler d'eux aujourd'hui. Ce sont des gens qui n'ont absolument aucune conscience de ce que veut dire un pays démocratique, c'est-à-dire la liberté de laisser l'autre exprimer sa pensée. Et moi, je parlais de vous en tant que femme. C'est pas fatigant, à force, d'être toujours attaqué? Oui, enfin, de moins en moins. Si vous voulez, ce qui est important, c'est de savoir que le peuple est derrière vous. Vous savez, après, les attaques individuelles de tel ou tel qui a envie d'être le premier de la caste, et non pas de la classe, ont en réalité peu d'importance. Alors, quand vous avez commencé votre carrière de jeune avocate, vous êtes frappée par la misère humaine, les conditions de détention, et vous êtes amenée à défendre des immigrés en situation irrégulière. Et paraît-il, vous vous battez avec tout votre cœur et vous battez vraiment pour leur éviter l'expulsion. Qu'est-ce qu'elle est devenue, cette Marine Le Pen-là? Mais elle est toujours là. Moi, ce qu'il faut bien comprendre, si vous voulez, c'est qu'on peut parfaitement considérer qu'un processus est dévastateur pour un pays, c'est le cas pour l'immigration, sans avoir la volonté de faire payer ces choix qui sont les choix politiques faits par nos dirigeants à des personnes qui, elles, ne sont pas responsables de cette situation. Nous avons toujours dit, nous n'en voulons pas aux immigrés, nous en voulons à ceux qui les font venir. Donc moi, j'ai été avocat et j'ai exercé ce métier avec passion, sans réserve, comme je le fais pour toutes les activités dans lesquelles je m'engage, avec conviction aussi. Et je crois qu'en cela, j'ai été tout à fait dans la ligne du mouvement auquel j'appartenais et que je dirige aujourd'hui. Mais votre discours, c'est il faut stopper l'immigration massive. Mais alors concrètement, ces gens qui sont là en situation irrégulière en France, on en fait quoi? Et tous ceux qui essayent de rentrer en Europe pour sauver leur peau, qu'est-ce qu'on en fait? Mais ils rentrent chez eux. Si vous voulez, moi je suis là pour sauver la peau du peuple français. Par conséquent, je comprends très bien la souffrance. Mais je voudrais d'abord qu'on s'attache à en éviter les causes. Vous voyez, je tiens un peu le même discours que le pape, c'est-à-dire mettre devant leur responsabilité les fauteurs de guerre, ceux qui ont porté la guerre un peu partout, en Irak, en Libye, en Syrie, qui est le cas, il faut bien le dire, de la France, avec ou sans l'Union européenne. Ceux qui, au travers des multinationales, pillent dans une totale impunité les richesses qui sont celles des peuples pauvres du monde. Voilà contre quoi il faut se battre. Oui, car effectivement, c'est cela qui pousse les gens à partir. Vous savez, personne n'immigre par plaisir. Je le conçois tout à fait. En même temps, ça n'est pas parce qu'on a fait ce constat que l'on peut admettre que nos portes sont grandes ouvertes et que nous pouvons accueillir des centaines de milliers de personnes alors que nous n'avons même plus à offrir une subsistance aux nôtres. Oui,
Oui, mais ça fait des années qu'on tient ce discours-là, qu'il faut régler le problème à la base. Mais moi, je vous demande. Eh bien, je suis en train de vous dire, ils ne l'ont pas fait, par conséquent, c'est pour ça qu'il faut voter pour nous. Mais demain, vous êtes élus. Car nous allons le nous, faire. on stoppe tout. Et ces gens qui sont là, actuellement, on en fait quoi? Mais, Parce que, par exemple, écoutez, madame, vous avez de la compassion, Marine Le Pen. Madame Vous êtes allée à Lampedusa, vous avez vu la détresse de ces gens-là. Oui, enfin, c'est une chose de dire, on affrète un bateau, on les renvoie chez eux. Mais permettez-moi, vous le conduiriez, vous, le bateau? Vous êtes allé à Lampedusa? Oui. Voilà. Vous y avez vu quoi? Beaucoup de misère. Non, vous y avez vu des jeunes gens, des jeunes hommes, en général entre 20 et 30 ans, qui viennent pour travailler en Europe, parce qu'on leur a fait croire qu'il y avait du travail en Europe. Oui, voilà, c'est vrai. des gens qui, pour l'immense majorité d'entre eux, s'apprêtent à venir en France, parce que on leur a fait croire que c'était l'Eldorado. Donc quelque part, ils sont aussi victimes du mensonge que ne l'est le peuple français, qui subit les conséquences de cette immigration. À qui on dit, à qui certains au balcon disent « Bon, écoutez, est-ce que vous pourriez faire de la place parce que là, il y a des gens qui arrivent ?» Ben non, on ne peut pas faire de place. On ne peut pas faire de place parce qu'on n'en a plus. Parce qu'on n'a plus assez de logements sociaux, parce qu'il n'y a plus de place dans nos hôpitaux, parce qu'il n'y a plus de place dans nos écoles, parce qu'il n'y a plus d'emploi dans notre pays, parce qu'il y a 9 millions de pauvres. Donc là, l'honnêteté, ça consiste à le dire cela. Alors on met en place ce qu'il faudrait faire, une politique dissuasive d'immigration. On dit, écoutez, nous n'avons absolument rien contre vous, nous sommes prêts d'ailleurs à vous aider à développer votre pays, mais nous ne pouvons plus vous accueillir. Nous n'en avons plus les moyens. Voilà. Mais ceux qui sont là. Mais ceux qui sont là, dans quelle situation, madame? Les clandestins? Oui, par Alors exemple. ils doivent rentrer chez eux. Parce que la première des choses, voyez-vous, quand on est dans un état de droit, c'est le respect de la loi. Voilà. Je pense que des gens qui viennent sans notre accord, en ayant trompé nos lois, n'ont aucune vocation à rester et même devraient avoir aucune vocation à être régularisés. Parce qu'ils nous mettent devant le fait accompli. Et ceux qui sont là en situation légale, soit ils ont un travail, ils subviennent à leurs besoins, et alors il n'y a pas de raison, si vous voulez, de les renvoyer, soit ils n'ont pas de travail, et à ce moment-là, il faut qu'ils rentrent chez eux, parce que nous ne pouvons pas subvenir à leurs besoins. Nous ne pouvons pas faire preuve de générosité à l'égard de gens qui sont venus travailler et qui n'ont pas d'emploi, alors que nous avons nous-mêmes des millions de Français qui sont sans emploi et qui attendent après notre solidarité et notre générosité. Mais vous le conduiriez, vous, le bateau, qui les ramène? Mais ça veut dire quoi, vous le conduiriez, D'un point le de bateau vue qui humain. ramène? D'un point de vue humain. Non mais c'est trop facile ça, madame. C'est trop facile, je veux dire, parce que c'est pas vous faites si preuve... facile que si, ça si, comme c'est très problème. facile. C'est que vous avez beaucoup de cœur les uns et les autres, mais c'est aux autres de faire l'effort de se pousser. C'est aux autres de faire l'effort de laisser les logements sociaux à des clandestins. Ce sont les autres qui doivent se pousser. Ceux qui sont au balcon et qui donnent des grandes leçons de générosité, eux, ils n'ont pas d'effort à faire. Ils n'ont pas de sacrifice personnel à faire. Alors moi, je trouve ça odieux, je vais vous dire. Les leçons de générosité et de morale données par ceux qui n'ont pas à vivre au quotidien les conséquences de cette immigration illégale. Et je pense à la manière dont vivent les Calaisiens. Il y a une personne de toute la caste là qui irait s'installer à Calais pour y vivre? Pas une, voilà. Vous iriez? Non, j'irai pas. Bien sûr que non, j'irai pas. Mais moi, je me bats pour que les Calaisiens puissent vivre normalement, en sécurité, sans se poser la question quand ils rentrent du boulot le soir de savoir s'ils vont trouver 2 ou 3 clandestins dans leur cuisine, voyez-vous? Voilà. Moi, je les défends, cela, parce que tout le monde est très prompt à avoir de la compassion à l'égard des migrants, mais personne n'a de compassion pour la population de Calais, qui voit les prix de l'immobilier s'effondrer, Si, je crois que qui voit leur tout situation le monde est bien conscient de du vie problème. quotidienne difficile. Ben non, regardez, le ministre de l'Intérieur, il est allé à Calais, il a fait une belle missive sur le livre d'or, il n'y avait pas un mot pour les Calaisiens, pas un. Ben voilà, c'est tout ce qui nous différencie effectivement de cette classe politique. Alors l'Europe, vous êtes contre? On le sait, c'est pas... Non, je ne suis pas contre l'Europe, je suis contre l'Union européenne. Oui, donc vous, en gros, pour schématiser, vous préconisez une sortie de l'Union européenne, une sortie de l'euro. Alors, encore une fois, concrètement, qu'est-ce qui se passe après? Ben, ce qui s'est passé pendant des siècles, nous avons ce qui se passe dans 95% des pays du monde. Nous avons notre monnaie, comme c'est le cas partout sauf en Europe. Et par conséquent, nous pouvons adapter notre monnaie à notre économie. Car aujourd'hui, notre économie meurt d'asphyxie en réalité. Elle meurt d'une monnaie qui est beaucoup trop chère pour elle, qui est adaptée à l'économie allemande, mais qui n'est pas adaptée à l'économie française. Donc on fait comme on a toujours fait. Mais si la France sort seule de l'euro, ça sera très compliqué. Vous le savez parce que vous le dites vous-même sur votre site. Vous dites, pour que ça marche, il faudrait vraiment
que chaque État membre sorte de la monnaie unique. C'est pas ce que j'ai dit, madame. J'ai dit, je pense qu'il faut organiser la sortie de l'euro. Il faut l'organiser, il faut la préparer ensemble, car si nous ne le faisons pas, alors l'euro implosera, peut-être d'ailleurs dans peu de temps, car on annonce déjà une future crise financière, une autre, une nouvelle. Et à ce moment-là, l'effondrement de l'euro se fera dans le chaos. Personne n'a jamais intérêt au chaos. Tout le monde a intérêt à la préparation du retour aux monnaies nationales. Peut-être d'ailleurs y viendrons-nous. Mais s'ils ne veulent pas, moi, j'irai pas dans le mur avec eux. Voilà. Je pense qu'encore une fois, retrouver une monnaie nationale est un élément essentiel du redéploiement de notre économie. Mais permettez-moi de vous reprendre, je ne suis pas contre l'Europe. Je suis pour l'Europe des nations, je suis pour l'Europe des coopérations librement consenties. Je suis contre le carcan qui est devenu aujourd'hui l'Union européenne, cette prison des peuples. Mais si nous, seuls, la France, on était en dehors de l'Union européenne, en dehors de l'euro, ce serait quand même très compliqué économiquement pour s'en sortir. Dites pas trop ça, parce que les pays qui sont en dehors de l'Union européenne, de l'Europe, ils se portent très bien, quoi. Oui, mais ils ne sont pas rentrés, c'est toute la différence. Ah, d'accord, donc à partir du moment où on est rentré, on est condamné à rester, c'est ça? Mais ça, il fallait le dire avant. C'est plus difficile d'en sortir. C'est plus difficile d'en sortir. D'ailleurs, on ne le sait pas parce qu'on n'a aucun recul, puisque personne n'a jamais tenté l'expérience. Mais c'est ça, parce qu'en fait, l'expérimentation a consisté à nous prendre pour des cobayes, à nous imposer donc une construction européenne qui ne ressemble plus du tout à ce qu'on nous a vendu, et puis de nous dire après, ah, oups, ah ben on n'a pas pensé. Comment est-ce qu'on pourrait sortir si jamais le peuple décide qu'il ne veut plus y appartenir? C'est quand même gênant. Vous admettrez avec moi, c'était dans une belle non, mais vous admettrez avec moi quand même qu'il y a quand même un certain amateurisme à n'avoir pas prévu le processus qui consisterait, c'est sûr que c'est pas prévu, suivant la volonté d'un des peuples de l'Union européenne, d'envisager qu'ils sortent de cette Union européenne. Vous voyez bien qu'on a construit encore une fois, cette Union européenne, véritablement comme une prison, et dont on nous explique aujourd'hui qu'on a jeté la clé. Eh bien voilà, eh bien moi j'apporte la clé. Après, libre au peuple de s'en servir ou de ne pas s'en sortir, ou de ne pas s'en servir, ils détermineront cela par l'intermédiaire d'un référendum. Ça coûtera cher à la France. Vous ne croyez pas que ça coûte cher à la France d'y rester dans l'Union européenne? Si, mais ça, comment vous allez faire pour rééquilibrer après la dévaluation? On sait bien qu'il faudra passer par une dévaluation du nouveau franc si on sortait de l'euro. Non. Non, il y aurait une dépréciation automatique. Non, la dévaluation est un acte politique. Si nous voyons, après avoir créé le nouveau franc, que ce franc est encore trop cher, alors nous effectuerons une dévaluation politique. Mais la dévaluation n'est pas automatique, elle est décidée, si c'est nécessaire. Oui, elle peut ne pas être nécessaire. Il y a de fortes chances pour que ce soit nécessaire. Vous le dites vous-même, parlez de 25% oui, mais à peu près. Aujourd'hui, mais demain, après tout, l'euro peut perdre à nouveau de sa valeur. On ne peut pas savoir ça à l'avance. Mais il ne faut pas, en tout cas, s'interdire de passer par une dévaluation. Et en quoi cela constitue une difficulté? Nous avons une certaine expérience en France de la dévaluation. Oui, c'est juste qu'après, il faudra rééquilibrer les comptes. Je passe à une autre question. Que pensez-vous de quelqu'un qui critique son entreprise? L'entreprise dans laquelle il travaille? Je trouve ça dépend dans quelles circonstances, mais si c'est publiquement, je sais pas, c'est peut-être pas tout à fait loyal. Pourquoi? Qu'est-ce que vous faites au Parlement européen, alors Marine Le Pen, puisque vous y touchez l'essentiel? Vous êtes gentille, madame, mais moi je suis pas une salariée, d'accord? Je suis pas une salariée de l'Union européenne. Je suis une élue du peuple. Oui, mais vous. Ah ben non, mais pardon. Oui, mais c'est l'essentiel de vos revenus. Non, madame, non, mais je crois que vous avez vraiment une vision qui est vraiment définitivement totalement dénaturée. Je suis une élue du peuple, moi. J'ai été élue par mes électeurs qui, précisément, trouvent que le Front National doit avoir un maximum d'élus pour les protéger de l'Union européenne. C'est pour ça qu'ils nous ont mis en tête des élections européennes. Très bien. 25 membres, 7 pays, c'est ce qu'il vous fallait pour créer votre groupe parlementaire au Parlement européen. Vous étiez confiante, Oui, je le suis toujours. Voilà, c'est pas fini, effectivement, la législature n'est pas finie. Certains des groupes qui ont refusé l'invitation l'ont fait en vous jugeant raciste. Est-ce que c'est vous ou votre père qu'on juge dans ces cas-là, à votre avis? Non, je crois surtout qu'ils sont eux-mêmes victimes de diabolisation dans leur propre pays et qu'ils pensent qu'une alliance avec le Front National risque d'aggraver en quelque sorte leur situation. Car après tout, les Suédois sont eux-mêmes accusés faussement d'ailleurs de racisme au motif qui s'oppose à l'immigration. C'est le cas d'ailleurs aussi du UKIP,
qui lui-même est accusé de tous les maux par M. Cameron au motif de son positionnement sur l'immigration. Mais moi, je ne suis pas du tout désespéré. Je pense que nous ferons ce groupe, il nous manque une nationalité. Ça peut se déclencher d'ailleurs du jour au lendemain. En tout cas, nous y œuvrons. De toute façon, ça ne nous empêche pas de travailler. Hein. Il vous en manque une? Et il nous manque une nationalité. Et donc, ça ne nous empêche pas de travailler et d'être assez efficace. Je crois qu'on entend parler de nos initiatives, notamment dans la lutte contre la corruption. C'est quand même moins efficace de ne pas avoir de groupe. Enfin, c'est plus handicapant quand même. Oui, c'est plus on a plus de force. Nous travaillons dans des conditions plus difficiles, mais nous avons tellement l'habitude de travailler dans des conditions difficiles que nous sommes très efficaces. Mais bon, pour revenir à ma question, à votre avis, c'est vous, vous, Marine Le Pen, au Front National, qu'on juge raciste, ou c'est l'héritage du Front National? Là, je parle vraiment d'un point de vue de l'étranger, les partis de l'étranger. Bah, si vous voulez, à l'étranger, la caricature est peut-être encore plus forte qu'elle ne l'est en France. Parce qu'en France, nous avons des canaux pour pouvoir nous exprimer et pour pouvoir, au fur et à mesure, ce que nous avons fait au cours des dernières années, faire tomber cette caricature. À l'étranger, nous en avons très peu. Et donc, à l'étranger, les gens ne croient que ce qu'ils entendent et donc ont une vision de nous, je crois, qui est assez décalée par rapport à la réalité. C'est la raison pour laquelle il est aussi important pour nous de pouvoir s'accueillir les uns les autres, constituer, pour l'instant, pas ce groupe, puisque nous ne l'avons pas, mais au moins cette coordination des partis patriotes qui défendent les mêmes idées que nous. C'est la raison pour laquelle je les reçois d'ailleurs demain à Lyon au cours de notre congrès. Alors la Russie, bon, le prêt russe accordé pour le financement du Front National a fait la une des journaux, on ne va pas y revenir. C'était une pratique assez courante sous l'URSS de financer des partis politiques idéologiquement proches du régime. Est-ce que vous êtes idéologiquement proche de Vladimir Poutine? Je partage avec Vladimir Poutine, en tout cas, une partie de sa vision économique. C'est une certitude, mais ça ne date pas d'hier. Enfin, je veux dire, le Front National n'a jamais changé de positionnement sur ce sujet. Nous avons été tout à fait des adversaires de la décennie qui, après la chute du mur, a vu un certain nombre de personnages infréquentables essayer de s'accaparer la richesse du peuple russe et nous avons regardé plutôt d'un bon œil l'arrivée d'un gouvernement qui a mis au pas les apparatchiks et qui a développé un patriotisme économique. C'est une évidence. Bon, et encore une fois, nous n'avons pas attendu d'avoir une banque tchéco-russe d'ailleurs qui nous prête de l'argent pour être sur cette ligne. Donc, suggérer que nous adapterions notre ligne pour obtenir un prêt est d'une telle mauvaise foi et d'une telle stupidité que je ne veux même pas m'y arrêter. En revanche, si demain une banque américaine veut se substituer à ce prêt russe, nous accepterons avec plaisir. Nous ne changerons pas d'avis sur les États-Unis et sur la politique que les États-Unis mènent, je vous rassure. Qu'est-ce que vous admirez chez Vladimir Poutine? Parce que vous avez dit que vous aviez une certaine admiration pour Oui, d'abord j'admire son sang-froid, car il lui menait une guerre froide par l'Union européenne, sous impulsion des États-Unis, qui défendent là des intérêts qui leur sont personnels, qui est assez pénible. Je vous dis, j'admire ce patriotisme économique, j'admire qu'il ait réussi à rendre à une grande nation qui a été tout de même humiliée et persécutée, le peuple russe, pendant 70 ans, une fierté, une joie de vivre. Voilà, je pense qu'il y a des choses qui sont à regarder avec un œil positif ou au moins avec un œil impartial. Mais je pense que la France a intérêt au développement d'intérêts stratégiques et économiques avec la Russie et que mener cette guerre... On en a des relations... Très peu. Écoutez, on en avait un peu, on vient de les rompre de la manière la plus brutale et la plus malhonnête qui soit. Parlons-en des raisons de la brouille, on va dire. Le Venezuela, l'Afghanistan, la Syrie et le Bélarus, outre la Russie, ont reconnu la situation politique en Crimée. Vous aussi, vous approuvez l'annexion ? Je pense qu'au moment où ce référendum s'est organisé, il n'y avait pas de pouvoir légitime en Ukraine. C'était un pouvoir illégitime, un putsch. En réalité, c'était un gouvernement qui avait effectué un coup de force, un putsch
Bah, c'est quand même Viktor Yanukovych qui est parti. Hein. Personne ne l'a forcé à partir. Oui, il s'est enfui. Oui, bien sûr, avec un couteau sous la gorge, si on ne peut pas Oh, dire bah non, que le niveau de liberté soit tout à fait exemplaire. c'était des Je pense que s'il serait manifestations. resté, il se serait fait éliminer. Bon, disons les choses comme elles sont. Bon, donc je pense que ce référendum par conséquent a été organisé dans des conditions qui sont pour le coup assez peu contestables. Et la volonté de la Crimée de se voir rattachée à la Russie était elle aussi assez peu contestable. Cette annexion à l'Ukraine a été faite, vous le savez, historiquement, en même temps récemment dans le temps, et en même temps contre la volonté de la Crimée. Donc aujourd'hui, l'Ukraine n'a pas volé la Crimée, hein, c'est quand même Khrouchtchev qui l'a donné. Oui, c'est ça, c'était un cadeau. Voilà, c'est ça, un cadeau. Voilà. Bon, moi, je prends une partie d'un territoire et je vous le donne. Bon. C'était quand même assez peu connaître l'histoire que de se scandaliser, si vous voulez, du retour de la Crimée. Le problème s'est posé avec l'effondrement Mais je pense que la Crimée ne serait pas, en tout cas, revenue à la Russie si, en Ukraine, l'Union européenne n'avait pas poussé à reconnaître, en reconnaissant, si vous voulez, un gouvernement qui était en l'occurrence totalement illégitime. Voilà. Je pense que l'Union européenne a commis une erreur majeure, d'autant que dans ce gouvernement, il y a tout de même des éléments pour le moins infréquentables, et notamment un certain nombre de nazis notoires, dont d'ailleurs, à mon avis, on n'a pas terminé d'entendre parler. On dit qu'il y en a dans votre entourage aussi. Vous plaisantez, j'espère. Bah, non, on a encore vu des photos il n'y a pas très longtemps de Marion Maréchal Le Pen entourée des anciens du GUD, de membres néo-nazis. Non mais attendez, non, mais écoutez, vous faites des raccourcis qui ne sont pas dignes de votre profession, je vous le dis. Non, c'est pas des raccourcis. Je vous le dis clairement. Si ce sont des raccourcis. D'abord, considérer que un ancien du GUD est un nazi, si vous voulez, c'est quand même avoir une connaissance assez limitée des différents groupes politiques français. Bon. Oui, non, mais c'est pas pareil, nazi. Quand je vous dis des nazis, en Ukraine, sont des nazis. Des nazis, oui, c'est-à-dire des nazis avec des drapeaux nazis. Ils sont minoritaires, vous le savez bien. Ils sont minoritaires, vous le savez bien. Oui. Ben non, justement, ils n'étaient pas minoritaires, place Maïdan, figurez-vous. Non, ça voilà. c'est ce que... Mais encore une fois, l'histoire nous donnera raison. C'est pas grave, je vois qu'il y a des gentils nazis. Hein, quand ils sont ukrainiens, ils sont gentils. Et des méchants nazis. Très bien, non mais parfait. Moi, je prends acte, il y a les gentils nazis et les méchants nazis. Donc les Ukrainiens, c'est des gentils nazis. Parfait, ok. C'est pas du tout ce que j'ai dit, mais bon, si vous voulez le voir comme ça. Selon vous, donc la situation en Ukraine, c'est un peu la faute de l'Europe. Enfin, c'est un peu ce que vous avez déclaré, c'est-à-dire qu'en fait, l'Europe a un peu poussé pour que le peuple ukrainien choisisse entre la Russie et l'Union européenne. Ah oui. Mais pourquoi vous tournez le dos à la population qui regarde vers nous, vers l'Ouest? Mais je tourne le dos à personne, moi. J'ai été depuis le début, j'ai été pour préserver l'indivisibilité de l'Ukraine, y compris d'ailleurs bien avant le référendum de Crimée. J'étais pour que l'on puisse organiser une fédéralisation de l'Ukraine. Quel est votre intérêt à ça alors? Qu'est-ce qui vous intéresse dans une fédéralisation de l'Ukraine? Ce qui m'intéressait, c'était d'éviter la partition, précisément, voyez-vous, c'est-à-dire exactement ce qui s'est passé. Il est évident qu'à partir du moment où le gouvernement révolutionnaire avait décidé, en premier lieu, d'interdire aux Ukrainiens de parler russe, ceux qui parlaient russe, on savait très bien que ça allait déclencher une guerre civile. Bon, donc permettre comme ça aux régions ukrainiennes, tout en restant dans le berceau ukrainien, de pouvoir avoir une part d'autonomie raisonnable, m'apparaissait la seule solution. Bon, je crois ne pas avoir eu totalement tort, puisque précisément, ça n'est pas la voie qui a été choisie, et que donc c'est aujourd'hui la partition et le déchirement et la guerre civile. Bon. Mais c'est aussi parce que vous ne voulez pas de l'Ukraine en Europe, dans l'Union européenne. Non, mais moi, je veux plus personne dans l'Union européenne, donc c'est pas contre les Ukrainiens. Vous voulez plus d'élargissement. Je veux plus personne. Voilà, je considère que l'élargissement a déjà été beaucoup trop loin, que ça devient n'importe quoi, que c'est une des raisons pour lesquelles l'Union européenne marche aujourd'hui sur la tête. Donc c'est pas contre l'Ukraine. Mais vous voyez bien et vous le savez bien qu'en allant, si vous voulez dire à l'Ukraine, soit vous passez un accord de libre-échange avec nous, soit c'est avec la Russie, évidemment, on allait recréer les conditions d'une tension dans une population dont vous avez raison de dire qu'il y a une partie qui regarde vers nous et une partie qui regarde vers la Russie. Eh bien, on a soufflé sur les braises. Eh bien, le feu a pris et aujourd'hui, la guerre est aux portes de l'Europe et c'est en partie de notre responsabilité. Mais il y a quand même la moitié de la population ukrainienne qui veut être en Europe.
Oui, qui d'accord, voudrait, eh bien, rompre avec la Russie. eh bien, il justement. suffisait de ne pas faire de chantage. Non, maintenant, elle veut rompre avec la Russie. Parce que maintenant, on a soufflé sur le braise et que le feu a pris. Moi, j'ai entendu dans les années passées condamner comment dire, des gouvernements qui brutalisaient leur peuple, qui tiraient sur leur peuple. Mais là, celui de Kiev bombarde le peuple sans que personne ne s'en scandalise. Oui, ça dépend de il y quel a point quand de même vue on une se place, annexion c'est d'une ça. partie du territoire, de fait. Bah, si demain, par exemple, la Corse décidait de se rattacher à l'Italie et faisait un référendum, Eh bien, vous madame, seriez d'accord? je ne plaiderai pas pour faire de la Corse un tapis de bombe. Voilà. Donc vous la laisseriez partir? Non, mais non, je me battrai politiquement, mais je n'envisagerai pas de tuer les populations civiles, voyez-vous. Mais bon, voilà, et d'autres manifestement le pensent. Êtes-vous pour ou contre une coalition anti-État islamique? Bah, c'est-à-dire que j'aimerais savoir si elle a une efficacité déjà. Je voudrais savoir qui il y a dans cette coalition. Et je voudrais savoir quel est l'objectif et quels sont les moyens. Bon, aujourd'hui, on ne sait rien de tout cela. On a une coalition qui est en réalité exclusivement, quasiment, une coalition américaine. Se mettre derrière les Américains pour lutter contre l'État islamique, c'est à mon avis prendre des risques. Pourquoi? Parce que les États-Unis sont probablement un des pays les plus discrédités dans cette partie du monde, compte tenu de l'histoire qui reste une histoire récente. Bon. Être dans une coalition avec le Qatar et l'Arabie Saoudite, là pour le coup, si vous voulez, je tombe de ma chaise. Parce que le Qatar et l'Arabie Saoudite ont été les pays qui ont financé le fondamentalisme islamiste. C'est de la réelle politique, ça, on le sait bien. C'est comme nous qui avons soutenu l'Irak pendant la guerre Iran-Irak. Et puis après, voilà, c'est de la réelle c'est politique. du jeu des alliances qui change. Oui, d'accord, sauf que ça continue. Oui. Sauf que le Qatar continue à financer, à acheter des chars. C'est pas pour très eux, clair la position du Qatar. à financer des armes. Oui, mais on l'assure, on le sait. Très récemment, il livrait des armes aux fondamentalistes islamistes. Donc moi, je veux bien la réelle politique, mais la réelle politique, ça consiste à pas avoir un type qui vous plante un couteau dans le dos. Bon, moi, je considère que le Qatar et l'Arabie Saoudite nous plantent un couteau dans le dos. Et que donc, partir dans une coalition avec ces pays-là, c'est juste de la folie. Donc on laisse faire l'État islamique. Qu'est-ce qu'on fait pour les arrêter? Non, je ne dis pas qu'il faut laisser faire, mais d'abord, encore une fois, si on parle de réel politique, est-ce qu'il faut s'empêcher d'aller éventuellement combattre l'État islamique en Syrie? On sait que le centre de l'État islamique, c'est en Syrie. Mais on dit, ah non, on ne veut pas parce que ça risque d'aider Bachar el-Assad. Bon, excusez-moi, mais la diplomatie, c'est la politique internationale, c'est la politique du moins pire. Voilà. Oui. C'est quoi le moins pire aujourd'hui? Ben, je crois que le moins pire aujourd'hui, c'est d'aller combattre l'État islamique partout où on peut lui, porter les coups les plus durs. Donc même en Syrie? Ben évidemment, même en Syrie, mais avec l'accord, évidemment, du gouvernement syrien. Pourquoi? Parce que sinon, on rompt les lois internationales en vigueur. On ne peut pas aller chez les gens bombarder. Enfin, normalement, hein, vous me direz, depuis un certain nombre d'années, on a... C'est vrai que le droit international est passé par-dessus la jambe, chacun fait ce qu'il veut, où il veut, quand il veut, surtout les Américains d'ailleurs. C'est au nom de la souveraineté nationale. Ben oui, au nom du respect Donc du vous droit international. Défendez la souveraineté nationale en Syrie, mais pas en Ukraine. Mais madame, en Ukraine, personne n'est venu pour forcer, encore une fois, de la même manière qu'on sait. Vous mélangez. Non, mais je crois de que la vous même mélangez manière qu'on tout. sait que le Qatar aide et finance militairement l'État islamique, on sait par qui sont aidés les rebelles en Ukraine quand même. Bah écoutez, comme on savait qui a descendu l'avion. Ça, est-ce qu'on le sait vraiment? Pour l'instant, on le sait pas. Ah bah voilà. Alors attendons donc de voir. Parce que moi, permettez-moi, quand ce sont les Américains qui me disent ça, permettez-moi de douter. D'ailleurs, je doute de tout ce que disent les Américains. C'est clair, hein. Nous, on a des équipes en Ukraine. Tout ce que les Américains disent est sujet à caution. Oui, non, mais c'est moi qui vous le dis. Hein. Depuis, pas les Américains. Depuis les petites armes de destruction massive, je crois que nous sommes victimes de propagande systématique de la part des Américains. Est-ce que vous persistez à dire et à penser que le phénomène des djihadistes français et européens, d'ailleurs, parce que ce n'est pas uniquement un problème français, est dû à l'immigration, à la conséquence de l'immigration? Bien sûr, évidemment. La montée du fondamentalisme islamiste dans notre pays a été tout à fait corrélée avec l'immigration massive que nous avons vécue. Bien sûr. Enfin, je veux dire, dire l'inverse, c'est ne pas avoir
la moindre conscience de la réalité. La multiplication des mosquées, dont une partie, que les choses soient claires, j'accuse pas toutes les mosquées, dont une partie sont des mosquées salafistes, sont des mosquées fondamentalistes, sont la conséquence d'une immigration massive dans notre pays. Ce n'est pas la conséquence d'une conversion massive des Français à l'islam. Maintenant, sachant cela, il faut évidemment mettre en place les conditions pour lutter contre ce fondamentalisme islamiste. Et on fait comment alors? Eh bien, on contrôle d'abord le financement des mosquées. On évite que ce soit le Qatar et l'Arabie Saoudite qui financent à tour de bras des mosquées, des associations, soi-disant culturelles, qui en réalité sont les vecteurs de passage et de développement de cet islam politique. Quand vous dites on contrôle le financement, c'est-à-dire en fait on l'arrête. Oui, voilà, c'est ça, voilà, exactement, on l'arrête. On demande à ce que les prêches soient en français. On agit pour fermer les mosquées qui sont des mosquées où est développé un discours de haine et de meurtre. Or, il en existe en France. Bon, quant à ceux qui sont partis, il ne faut pas qu'ils reviennent. Voilà, donc ceux qui ont la double nationalité, il faut les déchoir de la nationalité française, et ceux qui n'ont que la nationalité française, qui sont une ultra-minorité, il ne faut quand même pas se raconter d'histoire, là non plus, eh bien... C'est pas si anodin que ça, hein. Il y en a quand même dans les 20-25%. Qui n'ont que la nationalité française, ben vous avez de la chance d'avoir ces chiffres, parce que le ministère de l'Intérieur nous a donné un chiffre précis de ceux qui étaient partis, 1132,7, c'est quand même très très précis, mais en revanche on n'a pas eu les profils de ces gens-là. Donc si on fait la transparence, il faut faire la transparence jusqu'au bout. Bon, eh bien ces 25%-là, s'il est avéré qu'ils ont commis des actes qui sont des actes criminels, on n'a pas besoin d'attendre qu'ils reviennent pour les condamner. Voilà, on les fait passer devant la cour d'assises. On les condamne, et le jour où ils reviennent, on les attrape et on les met directement à la case prison. Pour finir, est-ce que... je voudrais juste vous demander un mot, un adjectif qualificatif sur 4 personnalités. François Hollande. Un faux mou. Angela Merkel. Une dame de fer. Jean-Claude Juncker. Un sacré hypocrite. Barack Obama. Une déception. Ah oui. Ouais, il aurait pu, il est un peu comme Nicolas Sarkozy, ils ont eu en main une crise terrible, ils auraient pu en tirer l'opportunité de tout changer, et ils ont fait le choix de tout laisser en l'état. De tout continuer. Un petit peu les mains liées avec son congrès. Non, il pouvait faire plein de choses. Il pouvait séparer les banques de dépôt, les banques d'affaires. Il pouvait changer, je veux dire, la manière dont il pouvait mettre un coup d'arrêt à la financiarisation de l'économie, à la spéculation à tout va, etc. Ils ont eu une opportunité, ils s'en sont pas servis. Bon, ben voilà, l'histoire les jugera là-dessus. Très bien. Je vous remercie.